C'est bon. Ok. Allez-y. Bonjour. 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 Alors, je me présente, Marielle Puyureau. Je pratique à Chartres. Donc, j'accompagne les personnes en constellation systémique et familiale. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent ce que c'est que cette pratique? Non? Oui? Oui? Oui. Ok. Il y en a. Alors, ceux qui connaissent, ont-ils déjà pratiqué? En groupe ou en individuel? D'accord. En groupe et en individuel. Ok. Donc, cette pratique, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Les constellations systémiques et familiales, elles permettent d'aller explorer l'histoire de la famille pour comprendre, pour donner un sens à ce qui nous arrive, nous, dans notre propre histoire. Sachant que, en général, par loyauté familiale, justement, on peut porter des choses qui vont nous freiner, qui vont nous bloquer dans la créativité de notre chemin de vie. On a tous à la naissance, bonjour, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. On vient tous à la naissance avec une force de vie qui nous est bien sûr communiquée par nos parents, puisqu'on est tous issus de parents. Et cette force de vie, c'est ce qui va nous permettre de créer ce qu'on a besoin de vivre pour cheminer dans la vie. En fait, la vie, c'est quoi? Pour vous, la vie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous donneriez comme définition de ce qu'est la vie? Est-ce que vous avez une définition qui vous vient ou pas? Le but de la vie, en fait. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Il n'y a pas de but en particulier, c'est à nous d'en trouver un. D'accord. C'est un parcours à réaliser Alors, auquel il faut à réaliser dans quel objectif? Dans un objectif de bien vivre, de bien-être, D'accord. d'études. Alors, de s'élever aussi, de s'épanouir et de s'élever. Oui, parce que qu'est-ce qui se cache derrière le vocable bien-être? C'est quoi le bien-être? La joie. C'est vivre en harmonie, être en harmonie avec ce qui nous entoure. Se sentir à sa place, se sentir oui, se sentir avoir une place dans une société. En fait, le but de la vie, pour tout un chacun, c'est pouvoir s'accomplir. Donc s'accomplir, ça veut dire qu'on a chacun des qualités, on a chacun une prédestination, une destinée, si on veut dire. Cette destinée, on peut la vivre bien ou on peut la vivre inconfortablement. Ce qui est important, c'est de plus en plus savoir déjà qui on est. Donc quand on sait qui on est, on peut le savoir quand on sait d'où on vient. Et quand on sait d'où on vient, on peut, dans le présent, savoir où on va. Donc tout ça, on peut le voir concernant la pratique des constellations systémiques et familiales. Et le but de la vie étant l'accomplissement, quel en serait le moteur, à votre avis? Pour que cette vie puisse s'accomplir en chacun, quel serait le moteur de cette vie? Les autres. Allez-y, asseyez-vous. Bonjour. J'ai de me mettre devant, du coup. Oui. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Donc, le moteur de cette vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas forcément l'amour sentimental, l'amour, on va dire, affectif. C'est aussi la force de vie qui est dans l'amour. Dans la nature, il y a plein d'amour. Pourquoi il y a plein d'amour dans la nature? Parce que justement, les plantes grandissent avec cette force de vie. Elles s'élèvent, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin de chaleur, elles ont besoin d'eau. Et tout ça fait qu'elles vont accomplir leur chemin de vie par cette force de l'amour qui va agir en elles. Et bien pour les êtres humains, c'est pareil. L'être humain, par contre, par rapport à une plante, la différence, c'est que lui, il communique. Et il ne peut survivre tout seul. Il a besoin du lien avec ses congénères. Donc la mise en relation de l'humain est importante. Cette mise en relation, elle commence à la naissance. Et le premier groupe qui va se former, c'est l'enfant avec ses parents. Et ensuite, bien sûr, il y a tout le reste de la famille. Ce
Ce qui fait que ce qui est primordial pour l'être humain, c'est d'être en contact avec son clan. Son clan, c'est sa famille. Ensuite, bien sûr, il va créer d'autres clans à l'extérieur de la famille quand il va grandir. Ça va être le clan professionnel, avant le clan à l'école, le clan des relations amicales. Et puis, il va créer après sa propre famille. Donc, la vie, c'est une ligne. Voilà. Et c'est exprès que je la mets dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas quelque chose de linéaire comme ça. Pourquoi ce n'est pas linéaire? Parce que dans la vie, il y a des épreuves. Et tout le monde a sa dose d'épreuves. Il ne faut pas voir les épreuves comme quelque chose de négatif. En fait, l'épreuve, ça permet, en la traversant, de renforcer cette force de vie qui nous anime. Parce que plus on va traverser d'épreuves et puis on va bien les traverser, plus on va apprendre de ces épreuves. Donc, quand on vient au monde, on va dire que c'est ici, la naissance. Il y a des passages. À la naissance, il y a la petite enfance. Après, il y a l'adolescence. Et après, il y a la vie d'adulte, avec bien sûr d'autres cycles qui vont se perpétuer jusqu'à, on va dire, la vieillesse. Je n'aime pas ce mot-là. On va dire la sagesse. Voilà. C'est mieux de se dire que quand on s'élève dans la vie, on devient de plus en plus sage. Au lieu de dire de plus en plus vieux. Alors, ça suppose que quand on est enfant, on n'est pas sage du tout? Si. C'est pas la même type de sagesse. C'est pas une sagesse, on va dire, c'est quand on est enfant, c'est on va dire plutôt une sagesse intuitive, mais l'enfant il a besoin de se confronter au monde, donc il va faire plein d'expériences. Et après, tout ce qui va se passer ici, ça va être une sagesse par les expériences. Alors bien sûr que l'enfant, il va avoir plein d'apprentissages. Il va apprendre de ses apprentissages. Ça va lui permettre justement de passer tous ces cycles, ces étapes de vie. L'enfant, ce qui le caractérise, c'est l'insouciance, c'est découvrir le monde, c'est apprendre et c'est être vraiment très en contact avec ce qu'il est lui. Et il est vraiment dans le moment présent, l'enfant. Hein. Ce qui est important, c'est le moment présent. Il faut se dire que plus on va vers la vieillesse sagesse, plus on est amené à essayer d'être vraiment dans le moment présent. Et quand on arrive à être dans le moment présent à ce moment-là, on peut dire qu'on a réussi notre vie. Parce que ce qui est important se passe au présent. C'est ni dans le passé, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus, on peut changer son regard sur le passé, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait au présent qui va conditionner le futur. Alors, on part de la naissance, mais il y a bien d'autres choses qui se passent avant la naissance. Avant la naissance, il y a la conception, c'est-à-dire le moment où il y a un rapprochement d'un homme et d'une femme pour concevoir un enfant. Mais avant la conception, il y a encore autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un projet-sens, une forme d'idéalisation de la part des parents qui, dans leur construction familiale, envisagent peut-être un enfant. Donc déjà, à ce moment-là, on commence déjà à exister, même si on n'est pas né. On existe dans l'idée de ses parents, de ses futurs parents. Alors ça, c'est peut-être vraiment dans une époque récente où on maîtrise les naissances, mais je pense que si on monte avant les années du XIXe siècle ou avant, il y a des naissances qui sont imposées bien souvent sans volonté des parents. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il y avait quand même un projet-sens. Le projet-sens était relié en fait à une culture de l'époque, à des valeurs de l'époque, à une morale de l'époque, qui disait déjà que la femme, son seul rôle, c'était d'être mère. Donc automatiquement, dans le projet-sens, c'était faire des enfants. Puisque c'était son rôle et que les hommes l'assignaient à ce rôle-là.
Donc à chaque fois, il y a quand même un projet sens qui peut changer selon les époques et selon les valeurs sociétales. Et avant le projet sens, on va dire qu'il y a tout le côté transgénérationnel de la famille, au sens large, c'est-à-dire de ce clan qui date du premier ancêtre, on pourrait l'appeler Adam et Ève. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que en fait, tous, on est différents, mais on est tous issus quand même d'un même moule. Paraît-il que quand on fait des études pour savoir d'où l'on vient au niveau gène, on peut avoir des sacrées surprises en se disant qu'on a beaucoup de gènes, par exemple, africains, alors qu'on peut être blanc. Mais on est tous plus ou moins cousins, frères et sœurs à un moment très ancien. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse là, dans cette ligne de vie, c'est savoir qu'il y a des forces qui vont animer cette ligne de vie. Et ces forces, ce sont des forces inconscientes qui se transmettent de génération en génération. Et elles proviennent tous de cette partie-là, et bien sûr de la partie parentale. Les parents, on va les situer là. Donc on a vu tout à l'heure que cette force de vie, elle est animée par l'amour. Sauf que pour beaucoup, l'amour, ça ne correspond pas forcément à cet amour universel inconditionnel. C'est souvent de l'amour conditionné. Et au premier sens du mot, dans un groupe, que ce soit famille ou autre, cet amour, la condition, c'est d'être accepté dans le groupe, accepté dans le clan. Et pour être accepté dans le clan, dans le groupe, dans la famille, on doit répondre à certaines valeurs, à certaines morales qui sont véhiculées par la famille, à certaines croyances, à certaines pensées qui sont véhiculées au sein de l'éducation, qui soit éducation, on va dire, à l'école, mais aussi éducation religieuse, éducation, voilà. Donc, pour en venir à ces loyautés familiales. En fait, les loyautés familiales, qui sont issues de cette partie-là et de cette partie-là, vont conditionner ce chemin de vie qui va être plus ou moins agréable, plus ou moins fluide. Je ne vais pas employer le mot agréable, je vais employer le mot fluidité. Pourquoi ce chemin de vie ne serait pas fluide? Parce que justement, il y a certaines loyautés familiales qui peuvent créer des blocages à certains niveaux, voilà, qui empêchent justement la personne adulte de se sentir vraiment bien dans sa vie, c'est-à-dire se sentir bien dans sa vie, ça veut dire être totalement en lien avec qui on est. Ça veut dire qu'on se connaît, on connaît nos désirs, on connaît nos besoins, on sait ce qu'on a envie de créer, on sait ce qui nous attire, on sait ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais malheureusement, ou heureusement, on va voir pourquoi, parce qu'en fait, à cette question fardeau ou cadeau, ça peut être un fardeau, mais ça peut être un cadeau. En fait, c'est les deux, les loyautés familiales. Alors, ces loyautés familiales se transmettent, c'est inconscient, de génération en génération. Donc, elles permettent de se sentir vraiment appartenir au clan. Et de cette appartenance au clan, on accepte ce qui est proposé par nos lignées, c'est-à-dire les lignées des ancêtres, qu'ils soient paternels ou maternels. On a deux lignées, puisqu'on provient d'un père et d'une mère. Et donc, tout ce qui s'est passé dans cette lignée participe aux loyautés familiales. Alors, je vais donner des exemples. Par exemple, vous avez des loyautés familiales qui concernent, on va dire, les métiers professionnels. Vous avez des métiers comme des familles qui vont être médecins de père en fils. Vous avez des familles qui vont être commerçants de père en fils en fille. Vous avez des familles qui vont être musiciens de génération en génération. Des familles qui vont être pompiers volontaires de génération en génération. Et souvent, pour les gens, ça parle de soi. Ben, c'est normal, je suis pompier volontaire comme mon grand-père, comme mon père, comme mon arrière-grand-père.
Je suis instituteur parce que on a souvent été dans ces professions d'instituteur, de professorat. Alors, ça peut être facile au début, quand on se retrouve dans une loyauté familiale, par exemple, on va dire professionnelle, jusqu'à un moment où on se dit, mais en fait, on se pose la question, pourquoi je fais ce métier-là? Et déjà, quand on se pose la question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec sa destinée. Alors, au départ, c'est rassurant, ça fait partie aussi du packaging du clan. Donc, dans le clan, on accepte des choses. On accepte de reprendre la ferme familiale, on accepte de reprendre des terres qui sont cultivées de génération en génération, des vignes, on accepte de reprendre la boulangerie, voilà. Mais à un moment donné, si dans ce fonctionnement inconscient de transmission, on a l'impression de ne pas y avoir sa place, ça veut dire que là, on touche du doigt une loyauté familiale. Dans le sens où cette loyauté, on l'a prise, ça fait partie de la vie du clan, sauf qu'à un moment donné, elle ne nous convient pas. Elle nous a convenu au début parce que c'était sécurisant de reprendre un travail qui a été façonné au cours des générations et qui a permis aussi d'avoir une certaine connaissance quand c'est des transmissions, on va dire, artisanales. Après, concernant des métiers comme la banque, le droit, le médical, là, on est obligé de suivre des études, mais pour autant, on a cette facilité, comme ça fait partie du clan familial, d'aller dans ces métiers-là. Il y a des gens comme ça qui ont, puis moi je le vois aussi par rapport à ma clientèle, qui ont commencé à faire des études, qui ont passé des diplômes, et quand je leur demande c'était ce que vous vouliez faire au départ? Ah non. Ah bon, au départ vous vouliez faire quoi? Moi j'avais envie d'être musicien, ou j'avais envie de faire du cinéma. Ah bon, et pourquoi vous êtes pas allé dans ce milieu-là? Parce que mes parents ne voulaient pas, ils voulaient que j'ai une situation qui assure quand même la sécurité financière, et pour eux, tous ces métiers-là, on vivote, donc j'ai plié parce que, oui, c'est vrai, je gagne de l'argent, j'ai une certaine sécurité financière, donc ça me va. Sauf qu'à un moment donné, ça ne va plus aller. Ça ne va plus aller parce qu'on se retrouve même à frôler un burn-out. Ça peut être aussi un phénomène de loyauté familiale dans le sens où on résiste à vouloir essayer de voir d'autres voies possibles qui seraient plus en cohérence avec ce qu'on a envie de faire. Et comme on ne les trouve pas, on persiste à continuer sur une voie qui est en fait une voie de garage qui nous fait sortir de notre ligne de vie. Lequel aille dans ce sens-là, elle va dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Une loyauté familiale qui ne nous correspond plus, ça peut aller jusqu'à la maladie, ça peut aller aussi jusqu'au burn-out, ça peut aller jusqu'à la dépression. Bon, alors ça, c'est au niveau professionnel. Après, vous avez d'autres loyautés familiales qui sont plus d'ordre des valeurs familiales. Par exemple, à une époque, les femmes, alors je vais souvent parler des femmes parce que malheureusement tout a été conditionné par les hommes, même dans le rôle de la femme, et même si aujourd'hui on dit qu'il y a des améliorations, malheureusement, il n'y en a pas quand même beaucoup. Il y a un homme, et je remercie cet homme d'être ici, parce que souvent c'est les femmes qui sont amenées à comprendre les choses et les hommes, ils ne s'intéressent pas trop à tout ce qui est, on va dire, irrationnel. Donc, concernant justement on va dire les cultures qui changent de génération en génération au niveau des valeurs de la société, la femme, à certaines époques, elle avait comme rôle unique de trouver un mari, déjà de quitter le père pour trouver un mari et pour faire des enfants. Seulement parmi ces femmes-là, il y avait des femmes qui n'avaient pas envie de vivre ça du tout. Elles avaient envie d'aller voyager, elles avaient envie d'ouvrir un commerce, elles avaient envie de ne pas avoir d'enfants, sauf qu'elles n'étaient pas entendues à ce moment-là. Et comme elles n'étaient pas entendues, elles étaient contraintes à rentrer dans le moule
de cette culture de société pour avoir des enfants, pour seconder le mari et pour ne pas travailler. Donc ces femmes-là, conditionnées par ces loyautés familiales, elles ont, on va dire, enfanté d'autres enfants qui ont enfanté eux-mêmes des générations. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a une femme, voilà, une petite fille qui naît ici, qui va grandir sur sa ligne de vie, seulement conditionnée par une mémoire de loyauté familiale. Elle veut à tout prix, elle veut à tout prix ne pas avoir d'enfants. Elle n'en veut pas des enfants. Elle n'en veut pas parce qu'elle est conditionnée par cet ancêtre. Mais tout ça, c'est inconscient. Et ça, c'est des choses qu'on travaille en constellation systémique et familiale pour aller voir justement pourquoi elle aurait des difficultés plus tard pour enfanter. Et en fait, ces difficultés peuvent être liées à une loyauté familiale où cette femme-là est en relation avec une arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais tout ça c'est inconscient. Et cette arrière-arrière-grand-mère, elle, son rêve c'était de partir visiter le monde en calèche et en cheval. Seulement elle a été contrainte d'avoir des enfants. Et pour le coup, pour lui rendre hommage, ou pour être vraiment rattachée par loyauté à cet ancêtre, eh bien, la femme qui arrive à ce moment-là et qui veut des enfants, eh ben, elle va avoir du mal à en avoir. Donc bien sûr, elle va passer des examens, on va lui dire bah, tout va bien, vous pouvez en avoir, mais elle ne peut pas. Eh bien, quand on va travailler ça en transgénérationnel, on peut justement arriver à un ancêtre femme qui, elle, a été contrainte d'avoir des enfants alors qu'elle n'en voulait pas. Et pour le coup, par loyauté familiale, eh bien, cette personne-là, inconsciemment, s'est identifiée à cette vie ici et a voulu quelque part réparer la vie de cette femme-là. Et tout ça, c'est inconscient. Donc la loyauté familiale, elle peut inconsciemment vouloir réparer des difficultés de vie des ancêtres. Et ça, on ne sait pas forcément que l'arrière-grand-mère Non, on ne peut pas le savoir, on peut pas le savoir dans l'histoire. Mais quand on place une constellation, en fait, on ne fait pas appel forcément à la vérité historique d'un personnage, mais à ce que la personne ressent en elle. Parce qu'en fait, ces informations-là, on les a tous en eux. Il se trouve qu'en constellation familiale, quand on va travailler avec cette personne qui vient de voir, elle va à un moment donné ressentir une émotion concernant une ancêtre, alors qui n'est pas forcément très éloignée. Hein. Nous, il suffit de travailler en constellation jusqu'à la 4e génération avant, c'est suffisant, hein, pour déloger des nœuds, pour déloger des loyautés qui n'ont plus besoin d'être. Et en fait, elle va comprendre à ce moment-là que pour honorer la mémoire de cet ancêtre qui n'a pas pu vivre la vie qu'elle aurait voulu, sans enfant, parce qu'elle a été conditionnée, elle a peut-être même eu 8 ou 11, hein, bah cette personne-là qui, elle, par contre, veut des enfants, eh bien, elle n'arrive pas à en avoir. Pourquoi? Parce qu'elle a été conditionnée par une loyauté familiale. Donc ça, c'est des exemples. Hein. Je ne dis pas que toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, c'est parce qu'elles sont conditionnées par cette loyauté familiale. Hein. Il peut y avoir plein de raisons. Et ce qui est important, justement, c'est ce qui anime l'histoire de la personne qui vient me voir. C'est pour ça qu'en fait, on peut avoir des symptômes similaires, mais dans l'histoire qu'on va explorer, il n'y a pas les mêmes raisons. Mais la loyauté familiale agit énormément comme force, soit de vie, soit une force qui va gêner ce chemin de vie. Et donc ce qui gêne justement, c'est souvent des histoires de vie antérieures. Ça peut être plus près, hein, ça peut être l'histoire des parents aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à la naissance, vous avez donc 2 histoires familiales, un père et une mère, qui sont tous les deux, on va dire, agis par leur propre loyauté familiale et qui peuvent inconsciemment retransmettre ces loyautés à l'enfant. Donc l'enfant, plus tard, ben justement pour répondre inconsciemment à cette loyauté parentale, il y a des choses qu'elle ne va pas oser mettre en place pour sa vie, pour son bien-être.
Elle ne va pas oser parce que justement, la loyauté familiale est plus forte que sa créativité. Quand on ose quelque chose, quelque part, c'est que on met en place une créativité individuelle. Mais quand on est conditionné par une loyauté familiale, il n'y a pas de créativité. On ne fait que reproduire des schémas d'histoire qui ne nous appartiennent pas. Et donc d'aller les voir en séance permet de donner du sens à une histoire difficile. Par exemple, cette femme qui a du mal à enfanter. Et comme ça donne du sens à son histoire, automatiquement, il y a un processus de transformation qui se met en place. Et 9 mois après, elle peut tomber enceinte. Parce qu'elle a mis du sens sur cette loyauté. Ça me paraît effectivement, la plupart du temps, censé, en partant des proches, parents, père et mère, mais quand on dit qu'on monte à la 4e génération, j'ai un peu mal à comprendre qu'est-ce qui a été transmis par l'aïeul. En fait, c'est les parents qui vont avoir porté l'histoire de l'aïeul éventuellement. Oui. Enfin, les parents ou les grands-parents. Oui, mais quelquefois, comment dire, on peut être interagi par une mémoire qui n'appartient pas aux parents. Bien sûr que les parents portent cette mémoire, mais la personne, quand elle vient me voir, elle va plus avoir une émotion quand on va parler de l'arrière-grand-mère. Donc là, ça veut dire que cette information parle à travers son corps, que lorsqu'on va parler de sa mère, c'est-à-dire de la fille de son arrière-grand-mère, enfin la petite fille de son arrière-grand-mère. Donc c'est pour ça que ce qui est important. Comment on l'explique ça? Comment on l'explique? Oui. En fait, c'est des... Bon, alors je vais revenir à une explication scientifique qui a été faite sur des souris concernant les transmissions de trauma. On peut dire que ça, quelque part, c'est une loyauté familiale traumatique. Une personne qui ne voulait pas d'enfants, puis qui est obligée d'avoir des enfants. Donc pour elle, c'est traumatique. Et donc, on a fait des expériences avec des souris sur plusieurs générations. La première génération de souris, on les a soumis à un stress. Donc souvent les souris, on les habitue à avoir un parcours dans un labyrinthe. Et puis de temps en temps, soumis au stress, on les prive de manger. Ou alors on va leur conduire de l'électricité si elles vont à un endroit pour les empêcher d'aller à cet endroit. Donc tout ça va les stresser. La génération suivante, elles mettent au monde des enfants. Des petites souris. Ces petites souris-là, par contre, elles sont nourries à leur faim, elles n'ont pas de punition si elles vont à tel endroit du labyrinthe ou à un autre, elles vivent la vie qu'elles ont envie de vivre. Donc elles n'ont pas d'état de stress. Ces petites souris vont remettre des portées, qui va être la 3e génération. Cette 3e génération, la même chose, on ne les soumet pas à un stress, ni alimentaire, ni de punition. Et elles vont avoir les mêmes comportements que les souris soumises à un stress 2 générations avant. C'est comme ça qu'on a pu mettre scientifiquement à plat ce raisonnement qu'en fait, on pouvait porter des traumas qui n'appartiennent pas à notre histoire, mais qui vont influencer sur les comportements, nos comportements au présent. Mais là, on considère que les animaux n'ont pas de communication dans ce cas-là. Non, mais par contre, elles ont des comportements. Et donc, dans le comportement, on a pu déceler que les souris qui n'étaient pas soumises à un état de stress, mais avaient des comportements de stress, eh ben, de cause à effet, les scientifiques ont démontré qu'en fait, c'était parce qu'elles portaient cette mémoire en elles de 2 générations d'avant qui étaient, eux, soumis à un stress, et elles l'ont développé alors qu'elles ne vivaient pas d'état de stress. Mais est-ce que ça n'a pas été transmis, tout simplement? Transmis même. Nous, on parle. Bon. Les animaux communiquent aussi entre eux. Oui, mais... Oui, mais on ne parle pas forcément de tout, on ne communique pas tout. Et peut-être que... Les animaux ne vont pas communiquer avec leur arrière-grands-parents souris pour leur demander « Et toi, ton histoire ?» Alors, allez-y. C'est pas ça. Si vous partez de la première génération qui a été stressée, qui enfante une première génération, la génération qui a enfanté cette génération peut très bien avoir appris à ses enfants que d'aller là, c'était dangereux. Et ainsi de suite. Sauf que à la première génération de ce test, les souris n'ont pas été soumises à un stress, elles n'ont pas eu de comportement de stress. Donc, il
n'y a pas quelque chose qui a été transmis en elle pour qu'elle soit stressée. C'est pas transmis en elle. Nous, nos parents, ils nous ont bien appris des choses. Oui, sans bien qu'on sûr. les vive. Bien sûr. Alors pourquoi chez les animaux, ça pourrait pas être la même chose? Non, mais alors là, je ne sais pas. Ben Est-ce voilà. qu'il y en a d'autres qui ont Bien compris cartésienne, quoi. Non, non, mais c'est très bien. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont compris la même chose que madame concernant cette expérience des souris et qu'en fait, c'est pas parce qu'on est soi-même soumis à un stress qu'on va développer du stress. On peut ne pas être soumis à un stress et pour autant développer de l'angoisse et du stress. Ah, mais là intervient le temps qui passe. C'est-à-dire qu'au niveau des animaux, il n'y a pas ça. Les souris, les portées, c'est très rapproché, on est dans le même temps. Le temps de la vie, un temps très court. Si on prend le temps des individus, c'est-à-dire qu'on parle de 1, 2, 3 ou 4 générations, si on pense reproduire 4 générations avant, le stress d'une aïeule, le problème c'est le temps qui a passé. Et là, moi je me pose une question. Le temps passant, ça modifie notre perception des choses. Quelqu'un qui vit aujourd'hui avec une indépendance, j'emploie toujours le même terme, intellectuelle et financière, parce qu'on est ainsi dans notre société, la femme en l'occurrence, ne vivra jamais, je me dis, c'est plus possible qu'elle pense à un seul moment ce que son arrière-arrière-mère elle n'y pense pas. Elle n'y pense pas, mais comment ça vient pas modifier? Je me dis, c'est obligatoire que ça vienne modifier sa perception justement. Alors, il y a le temps qui passe et notre mode de vie est il y a le différent. phénomène de la science épigénétique qui l'exprime bien aussi, c'est-à-dire que l'environnement influence aussi sur nos façons, nos comportements, nos compréhensions. Mais il n'y a pas que l'environnement qui peut influer, et c'est ce que j'explique avec cette expérience des souris, il y a aussi une mémoire très ancienne qui provient d'une autre génération. Et on retrouve ça dans les générations qui ont connu la guerre. Souvent, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont connu la guerre, donc des gros traumas, des traumas de manque de nourriture, des traumas de mort aussi, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas rentrés de guerre. Ça va influencer la deuxième et la troisième génération dans le comportement des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des hommes qui vont avoir du mal à prendre leur place d'homme, par peur justement que cette place leur soit prise par des femmes, parce qu'à l'époque des guerres, quand les hommes n'étaient pas là, c'est les femmes qui ont continué à faire marcher l'économie. Donc ça c'est indépendamment du temps qui passe. Oui, oui. C'est indépendamment, mais n'empêche, ça ne va pas agir sur toutes les générations. À un moment donné, il va y avoir une génération qui va reprendre ces traumas, qui ce sont des mémoires, et souvent liés à des loyautés familiales. Par exemple, un arrière-grand-père qui a connu la guerre et qui, en revenant, il a tellement été absorbé par des traumas de mort, de violence, de tout ce qu'on peut voir en guerre, qu'il ne pouvait pas continuer sa vie en pensant à tout ça. Et la seule manière qu'il a eu d'oublier tout ça, c'est de prendre des drogues ou de l'alcool. Donc il va compenser pour se sentir mieux, il va oublier en se noyant dans l'alcool. Ce grand-père va avoir des enfants. Ces enfants ne vont pas forcément être alcooliques. Pour autant, cet arrière-grand-père est alcoolique. Et il arrive à un moment qu'il y a 2 générations plus tard, un enfant. Alors lui, il ne va pas forcément verser dans l'alcool, mais il va verser dans la drogue. Et on ne va pas comprendre. Pourquoi ? Il est d'un milieu où, où il a tout ce qu'il a, il est en sécurité, il a des amis qui sont, qui partagent les mêmes valeurs culturelles et éducationnelles que ses parents, mais pour autant, il va être attiré par ce... Oui, d'accord, merci. Il va être attiré par cette loyauté familiale, en fait, de rendre hommage à cet arrière-grand-père, mais tout ça c'est inconscient, qui, par frustration de ne pouvoir vivre sa propre vie, cet enfant va essayer de réparer ça. Mais il ne va pas le réparer pour sa vie à lui, il va le réparer pour la vie de son grand-père. Donc en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a des chevauchements d'histoire de génération en génération qui vont vraiment impacter notre propre histoire. Mais tout ça, c'est inconscient et il faut un travail... Il faut un travail en profondeur pour justement
redonner la place à chacun de la lignée familiale, parce que chacun a sa place, et reconnaître que ces ancêtres qu'on n'a peut-être pas connus, ils ont fait de leur mieux de leur vivant, mais parce que ça appartenait à leur histoire. Mais que nous, aujourd'hui, on a d'autres outils pour dépasser nos épreuves. On n'a pas besoin de reprendre les outils de cet ancêtre, par exemple alcoolique. Lui, il a eu besoin de ça pour traverser cette épreuve. Mais l'enfant, lui, il n'a pas connu la guerre, il a eu une vie stable avec des parents choyés et tout, il n'a pas été en manque, voilà. Et pour autant, il va être attiré par une addiction. Et souvent, cette addiction peut avoir une corrélation avec un ancêtre. Et donc, quand cet enfant, peut-être dans l'adolescence, ou même enfant, parce que les constellations, on peut les faire avec des enfants à partir de 12 ans, en tout cas, moi, je les prends qu'à partir de cet âge-là. Quand ils sont plus jeunes, il vaut mieux travailler sur les parents, puisque l'enfant est celui qui va pointer du doigt une problématique parentale. Donc, voilà. Et donc, cet enfant va donner du sens à son comportement. Parce que quelquefois, souvent, quand justement il y a une loyauté familiale qui agit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne va dire, c'est plus fort que moi. La personne va dire, je ne peux pas faire autrement. La personne va dire, j'ai toujours fait comme ça, je vois bien que ça bloque, mais je ne peux pas m'empêcher de continuer à avoir le même comportement. Donc ça veut dire souvent qu'on est interagi par une force de la loyauté familiale. Et donc on va décortiquer l'histoire familiale pour donner du sens à ce comportement qui n'est pas en adéquation avec la vie de cette personne. Et parce qu'elle va donner du sens à ce comportement, il y a un processus qui va faire qu'elle va s'en libérer. Alors, je vais faire un tout petit exercice avant de finir, pour vous montrer l'impact que peut avoir une loyauté familiale. Je vais vous demander d'être bien ancrés, les deux pieds au sol. Okay. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration pour essayer de lâcher un petit peu toutes les pensées parasites. Et vous allez visualiser soit votre père, soit votre mère. Donc chacun prend celui qui vient en premier, son père ou sa mère. Et vous lui dites, dans la tête, mentalement, si c'est votre père, vous lui dites « Papa, je te suis déloyal et c'est ok pour moi ». Si c'est votre mère, vous lui dites « Maman, je te suis déloyal et c'est ok pour moi ». Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette phrase? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui remue à l'intérieur? Le fait d'être déloyal. Alors, il se peut qu'il n'y a rien qui se passe. À ce moment-là, vous passez à une autre personne de la famille. Un grand-père, une grand-mère. Et vous lui redites cette phrase. Mamie, mémé, papi, pépé, je te suis déloyal et c'est ok pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? On va sortir de l'exercice pour que vous puissiez, ceux qui ont envie de témoigner de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des sensations particulières avec tel ou tel personnage? Donc, ça voudrait dire que le fait de vous montrer déloyal envers tel personnage ne vous pose pas de problème. Ça dérange quand même. Ça dérange. Vous, ça vous a dérangé? Oui, ça dérange. Donc c'était avec le père, avec la mère? Avec le père. Oui. Donc quand ça dérange, ça veut dire que vous êtes animé par une loyauté qui ne vous correspond pas. C'était peut-être une loyauté, on va dire, familiale, qui était bon pour le père, mais cette loyauté, vous ne l'avez pas, vous. Et donc, il est important de se montrer déloyal quand ça ne correspond pas à sa propre vibration, on va dire, de vie, à sa propre destinée. Et en fait, se montrer déloyal, c'est se libérer de l'attente d'un membre de la famille envers soi. C'est se libérer des projections et des injonctions qu'on a pu recevoir d'un membre de la famille.
C'est aussi, quand on est déloyal, accepter de s'accomplir dans ce qui est juste pour soi, plutôt que de correspondre à ce que la famille aurait voulu pour soi. Être déloyal, c'est aussi oser ne pas être la bonne fille ou le bon garçon. Être déloyal, c'est aussi ne plus attendre de ses parents, de ce qu'ils peuvent penser de nous-mêmes. D'accepter la réalité d'un de ses parents, c'est-à-dire que ce parent, il peut avoir une réalité de vie, avec des pensées, des croyances, mais ça lui appartient. Et vous, vous avez tout à fait le droit de ne pas continuer à vivre avec les défaillances d'un des parents, avec le trauma d'un des parents, pour être vraiment qui vous êtes dans votre vie aujourd'hui. Non, mais ça crée des fâcheries énormes dans les familles. C'est-à-dire si on ne correspond plus à l'attente de ses parents, etc., si ce n'est pas accepté par les parents, ça peut mener au rejet. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui se sent rejetée, elle a l'impression de ne plus faire partie du clan. Oui, c'est ça. Et donc cette mémoire de clan, qui est quelque part participe à sa force de vie, elle a l'impression qu'elle n'y adhère pas. Mais ce n'est pas la réalité. Puisqu'en fait, quand on fait partie d'un clan, le premier étant la famille, il y a toujours des choses que l'on partage et avec quoi on adhère. Et ces choses-là, on peut les retrouver. Par exemple, vous pouvez être déloyal. On n'est jamais déloyal envers une personne, hein, ça je tiens à le dire. C'est-à-dire que cette personne, elle peut toujours être dans notre cœur, on peut toujours l'aimer, mais on peut être déloyal à son comportement. C'est-à-dire qu'on refuse que son comportement nous manipule dans notre vie à nous pour nous empêcher d'être qui on est, d'oser nous montrer tel que l'on est. Et en fait, en constellation systémique, il y a des protocoles comme ça. Donc là, c'était un petit exercice que je vous ai fait faire. Il y a des exercices que vous pouvez faire aussi chez vous. C'est-à-dire que quand vous avez le sentiment qu'avec une personne de la famille, le lien n'est pas fluide, la communication n'est pas fluide, il y a du ressenti, il y a des aigreurs. Vous écrivez une lettre à ce personnage. Et là, vous lui dites tout ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Et cette lettre, vous n'allez pas lui envoyer, vous allez la brûler après. Mais n'empêche que tout ce que vous aurez écrit dans cette lettre, c'est une façon pour vous de vous décharger d'un comportement ou d'une injonction que vous auriez reçue, de vous décharger de tout ça parce que ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'histoire d'un parent ou à l'histoire d'un proche. Et de le faire, ça vous permet justement de vous réunir en vous-même, dans votre force de vie à vous. Ça vous permet de revenir ici. Parce que vous avez libéré ces traumas qui appartiennent au passé, qui ne vous appartiennent pas à votre histoire. Donc en fait, la loyauté familiale, tant qu'elle vous porte, c'est très bien, vous la gardez. Mais quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, là c'est bon d'aller voir si ce n'est pas une loyauté qui vous manipule et dans laquelle vous n'êtes pas d'accord. Il y a des questions? Vous avez employé le mot constellation. Oui. Alors ça parle étoile, hein, constellation. Oui. Alors est-ce qu'il s'agit d'astrologie? Pas du tout. On appelle constellation parce qu'en fait, alors moi je les pratique en individuel, ça peut être pratiqué en groupe, c'est-à-dire que quand c'est en groupe, les personnes du groupe vont être choisies pour faire le rôle du papa, le rôle de la maman, et vont être positionnées dans un espace qui est une salle. Et dans cet espace, il va y avoir des informations qui vont se révéler au fur et à mesure que les personnes endossent ces rôles. Parce que ces personnes vont exprimer un ressenti qui n'est pas le leur, qui est le ressenti du personnage dont elles jouent le rôle. Moi, je pratique les constellations en individuel, c'est-à-dire que je vais utiliser des petites figurines en bois qui vont représenter ces personnages, et dont celui qui pose sa constellation. Et en fait, ces petites figurines, comme ces personnages vivants, que l'on va positionner sur un espace, soit une salle, soit sur un espace sur la table. Si on regarde de haut, ça fait comme une constellation. Parce que vous avez plein de petits personnages qui sont éparpillés un peu à droite, à gauche, ça peut former des formes géométriques, un peu comme quand on regarde les étoiles. C'est pour ça que ça s'appelle constellation.
Et ça s'appelle constellation parce qu'en fait, chaque personne dans une constellation qui est donc positionnée à des endroits, hein, ça peut être, voilà. Après, il y a des personnes qui sont décédées, ceux-là sont positionnés couchés, voilà. Et donc, dans ce positionnement, il y a quand même toujours des interactions qui agissent. Ces interactions sont inconscientes, mais elles fournissent des informations. Et ça prouve qu'on est toujours en lien les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une constellation. Alors, systémique, le vocable de systémique, ça veut dire qu'en fait, dans un système, qu'il soit familial ou un système digestif ou un système sociétal, système gouvernemental, il y a plusieurs unités qui participent à l'harmonie de cet ensemble. Ces unités, dans un système familial, ce sont les membres de la famille. S'il y a une unité qui est très mal, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir quelqu'un qui va compenser ce mal-être, qui va prendre sur lui ce mal-être pour que l'harmonie règne toujours dans le système. Parce qu'en fait, une des principales lois d'un système, c'est que ce système doit toujours être en équilibre. Dans le système familial, le déséquilibre n'est pas possible. Donc ça veut dire que s'il y a un membre du système qui ne va pas bien, il y a un autre membre qui va prendre sa place inconsciemment pour porter sur lui ses traumas, ses difficultés de vie, pour que ce système soit toujours en équilibre. Et bien sûr que la personne qui va porter quelque chose pour laisser le système en équilibre, elle va être mal. Donc c'est cette personne-là qui va venir travailler en transgénérationnel, pour pouvoir justement se libérer de choses qu'elle porte qu'elle n'a pas apportées, dont elle n'est pas responsable. Mais la difficulté, c'est que derrière les loyautés familiales se cache justement ce mot amour, ce mot acceptation. Dans un système, si on se sent rejeté, on ne se sent pas aimé. Donc les loyautés familiales participent à cette cohésion du clan, à cet équilibre du clan, sauf qu'il y a des loyautés, elles ne sont pas forcément bonnes à garder pour la propre vie de la personne. Mais elle l'endosse quand même inconsciemment parce que ça fait partie de l'équilibre. Voilà. J'aime bien cette précision-là qui n'est pas de l'ordre de l'astrologie. Non. Et je trouve ça important de le dire. Merci. Et du coup, il est 15 heures. Oui, je vous en prie, allez-y. Merci. Voilà. Et si une personne, je veux dire qu'on voit aussi des ruptures, des personnes qui justement pour se libérer vont partir, sortir de l'équilibre familial et peut-être se sauver. Dans un système, on ne peut pas exclure un membre. Enfin, ça c'est inconscient, quoi. Je veux dire, oui, c'est inconscient. Matériellement, c'est exclu. Oui, mais inconsciemment, on reste dans le système, c'est ça? Oui. Vous restez tout le temps dans le système, même si vous vous excluez. Et ce qui est important, c'est que chacun garde sa place dans le système. C'est comme par exemple dans un système digestif, le foie va pas bien, et il va dire à l'estomac, moi je démissionne, j'ai plus envie d'être en relation avec toi, c'est toi qui vas tout faire. Bon. Bien sûr, pour l'équilibre du système, il va peut-être prendre en charge tout ça, mais il va être mal. Parce qu'il y en a un qui démissionne. Et pour autant, il est toujours vivant, il est toujours dans la sphère de digestion, mais il ne veut pas participer à son rôle. En fait, dans un système, qu'il soit familial ou autre, chacun a une place déterminée, chacun a un rôle à jouer, et le premier rôle qu'il a à jouer, c'est de prendre en main sa vie, et vraiment la vivre le mieux possible en traversant tous les obstacles qu'il peut y avoir au cours d'une vie. Ce qui est important, ce n'est pas de vivre une vie linéaire où il ne se passe rien, c'est d'apprendre de ces obstacles pour se renforcer encore davantage, pour pouvoir continuer à ascensionner sur cette ligne de vie et arriver à un moment où, effectivement, on vieillit, d'accord, le corps vieillit, mais il y a une certaine sagesse aussi qui peut se développer et peut-être qu'on se sent plus en paix à cette période-là, qu'on a pu se sentir en paix à cette période. Enfin, encore que dans l'enfance, s'il n'y a pas eu de gros trauma, on peut se sentir en paix, mais quelquefois ça bouge pas mal à l'adolescence et dans la vie adulte. Alors, par exemple, quand il y a une personne s'extrait du système familial pour pouvoir suivre son chemin de vie, à ce moment-là,
Elle peut pas s'extraire du système. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres? Eh bien, en fait... Si elle arrête de porter le fardeau, elle maintient plus l'équilibre familial. Non, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un va bouger dans le système, ça va faire bouger les autres. C'est-à-dire que ça ne va pas rester sans conséquence. Ça veut dire que les autres vont bouger dans le système. Parce que chacun va essayer, c'est comme si vous jetez une pierre dans l'eau, il va y avoir des ronds qui vont s'étendre au fur et à mesure. La pierre, elle a coulé, mais on voit toujours ces ronds. Et bien imaginez-vous que vous êtes cette pierre, que vous ne voulez plus participer au système, vous allez au fond de l'eau. N'empêche que ça fait des vagues. Et ça veut dire que ça va atteindre d'autres personnes de ce système. Et donc, chacun, on va essayer de se retrouver une place qui nous correspond au mieux pour que le système soit encore vivant. Un système ne vit qu'avec chacun des participants au système. On ne peut pas exclure un participant. On peut y mettre de la distance, mais n'empêche que le lien est toujours là, tout le temps. Mais si la personne qui s'exclut, elle a pris le mal-être du système et qu'elle se défait de ce mal-être, il va où le mal-être? Le mal-être, en fait, en travail dans le transgénérationnel, il y a tout un protocole où on redonne la responsabilité de vie à chacun. Chacun est responsable de sa vie. On n'a pas apporté les traumas liés à la vie d'un membre du système. Et par contre, on reconnaît sa place. Et il y a des protocoles où justement on s'adresse à cette personne et on lui dit je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus porter tes difficultés de vie et tes traumatismes. Ça appartient à ton histoire. Cependant, je respecte ce que tu as vécu. Tu fais de ton mieux ou tu as fait de ton mieux s'il est décédé. Mais moi, aujourd'hui, je décide de prendre l'entière place de qui je suis et de manifester ma créativité et d'être bien dans ma vie. Et c'est avec ces phrases qui font partie de ce protocole et des phrases qu'on peut appeler des phrases guérisseuses qui permettent d'apaiser le système pour que chacun soit en paix avec son histoire. Alors, quand vous travaillez en transgénérationnel, en l'occurrence en constellation systémique et familiale, vous travaillez pour vous, ça vous transforme vous, ça va libérer les générations suivantes, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants, et ça va apaiser aussi les ancêtres. Parce que souvent, quand on porte inconsciemment des loyautés familiales, c'est souvent des loyautés familiales d'ancêtres qui ont été frustrés. Par exemple, cette femme qui ne voulait pas du tout avoir d'enfants, puis on est retrouvé avec 11, et puis avec 11 enfants, elle ne pouvait pas voyager comme elle voulait, automatiquement, cette loyauté-là, voilà, ça appartient à son histoire, mais on n'a pas besoin de la reprendre dans notre histoire à nous. Et est-ce que, par rapport à un même vécu, même si on n'a jamais le même vécu que son frère ou sa sœur, mais oui. Il y a quand même des fondamentaux de personnalité. Oui. Parce qu'effectivement, on a des personnalités plus fortes qui ne vont pas se laisser envahir par l'intériorité par rapport à d'autres, puisque voilà, on a un vécu. Alors, entre la personne... oui, j'arrête. Ben oui. Oui. Alors, on peut continuer à discuter au niveau de mon stand, mais c'est vrai que ça bouchonne. Mais je vous dis, je peux rester là 5 heures.